Aujourd'hui, je vais partager avec vous un moment que j'ai passé dans un petit salon au Cave Le Grand, en plein cœur de Paris. Nous étions accueillis par Arnaud Tronche, le directeur des caves, et Laurent Charvin, le vigneron du soir du domaine Charvin, qui est situé à Orange, donc connu pour ses Côtes-du-Rhône et ses Châteauneuf. Alors, Laurent Charvin descend d'une longue lignée d'agriculteurs et de viticulteurs, agriculteurs jusqu'au, je crois, XVIIe siècle, et viticulteur depuis le 19e. Et son père, Gérard Charvin, a consolidé le domaine en 1960 et vendait en fait, récoltait et vinifiait, puis ensuite vendait au négoce. Et lorsque Laurent est arrivé, il a changé la dynamique. Il s'est très vite mis à l'agriculture bio. Donc, il a opéré ce qu'on appelle une conversion bio, évidemment en plusieurs phases, où 32 hectares, qui est la surface du vignoble, vous ne la transformez pas en bio du jour au lendemain, vous imaginez bien. Donc, ça a été un processus bien construit et bien établi, mais aussi, il a arrêté le contrat avec le négoce et a décidé de vendre en direct. Alors, ce qui caractérise le domaine Charvin, il y a plusieurs choses. La première, c'est que en Châteauneuf, il est un fervent vigneron des cuvées, ce qu'on appelle les cuvées uniques. Alors, il y a plusieurs domaines en Châteauneuf qui travaillent sur les parcellaires ou qui isolent, par exemple, des vieilles vignes de Grenache ou des vieilles vignes en assemblage. Laurent a toujours été un adepte ferveur des assemblages de tout son terroir, de manière à produire une cuvée qui symbolise finalement tout son terroir de Châteauneuf. Alors à côté de ça, bon, il le fait en rouge, mais il le fait aussi en blanc, et il fait pareil en Côtes-du-Rhône, du rouge et du blanc. Donc c'est extrêmement simple, il y a 4 cuvées, on ne peut pas se perdre, et on sait grosso modo que ces vins-là proviennent de l'ensemble de sa récolte, appellation par appellation, couleur par couleur. Alors, ce soir-là, nous avions un éventail de millésimes, je dirais une très très belle verticale de Châteauneuf, rouge, qui était encadrée par 2 Côtes-du-Rhône rouges et 2 Châteauneuf blancs. Alors, je disais qu'il y avait plusieurs caractéristiques, ça c'est la première. La deuxième, c'est que c'est un domaine qui privilégie les ventes, évidemment, aux particuliers, mais aux professionnels, aux particuliers via les professionnels, aux cavistes, mais aussi qui reçoit dans son domaine. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, qui participe d'ailleurs à des foires au vin ou des manifestations où des vignerons se retrouvent pour faire goûter leur vin. C'est quelqu'un qui a un contact extrêmement facile et agréable. Et que dire d'autre? La troisième caractéristique, je vous la réserve pour dans quelques minutes. Donc, le domaine, alors, si on se concentre sur des Châteauneuf rouges, la dominante est Grenache, ce qui est bien entendu le cépage principal de l'appellation Châteauneuf. D'ailleurs, certains domaines font du 100% Grenache, à l'image de ce que fait Emmanuel Reynaud avec Rayas et Pignan. D'autres utilisent les grenaches dans des cuvées parcellaires, comme la cuvée Quartz, et d'autres utilisent le grenache en majorité, et parfois il y a même, ça c'est le génie de l'appellation Châteauneuf, il y a des monocépages qui ne contiennent pas de grenache, comme par exemple la grande cuvée de Beaucastel, qui est l'hommage à Jacques Perrin, qui est je crois que c'est un 100% Mourvèdre. Donc on peut trouver des 100% Syrah, on peut trouver difficilement peut-être des 100% Counoise, j'en ai jamais rencontré, mais on peut trouver effectivement le plus courant, c'est des assemblages avec une grande partie de Grenache. Alors nous avons en fait commencé par 2 Côtes-du-Rhône. Donc ces 2 Côtes-du-Rhône étaient très surprenants parce que je n'attendais pas un Côte-du-Rhône d'une quinzaine d'années à ce niveau-là, puisque nous avons goûté en 2009 et en 2022. Et c'est passionnant de voir sur 2 années de profil plutôt des années chaudes, des années peu pluvieuses, comme on dirait des belles années climatiques, si on peut dire
ceci. Finalement, se dire que peut-être que le 2009 était le 2022 avec 15 ans de plus. Et c'était intéressant de voir quand même le côté encore fruité très présent, mais bien entendu avec une aromatique un peu plus garrigue, un peu plus presque cacao. C'était superbe de se dire qu'un Côtes-du-Rhône, un simple Côtes-du-Rhône, qui d'ailleurs est proposé à un prix très sage, résiste aussi bien au temps. Bien entendu, il provient de la cave du vigneron, mais j'imagine que vous, si vous avez une bonne cave et vous en avez gardé, vous devriez faire l'essai parce que c'est vraiment intéressant. Et là, nous l'avons goûté sur un tian de légumes. Alors, comme toujours, je le répète ici, le cuisinier Ben Anthony des Caves Legrand est un cuisinier que j'apprécie particulièrement, à la fois humainement, mais aussi pour sa cuisine qui est toujours très inventive. Il arrive à trouver des accords, je vais revenir là-dessus. Ensuite, nous sommes passés à la série des Châteauneuf. Alors, nous avons dégusté 6 rouges et 2 blancs. Les 6 rouges allaient de 2000 à 2021. Donc, nous avons commencé par 2 des années les plus récentes, 21 et 22. Je pense que c'est 22 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, il faut savoir que récemment, Laurent Charvin avait bien fait parler de lui, du fait d'une note, comme on dit, moi j'aime pas trop les notes, mais bon, d'une note dans la revue de vin de France, où son 2019, que nous n'avons pas goûté ce soir-là, mais que j'ai en cave, avait été noté 99,5 sur 100, donc quasiment à la perfection. Et bien entendu, c'est pour un vigneron, c'est comme une 3e étoile, ou presque. En tout cas, c'est une satisfaction. Et nous en avons parlé de comment ça s'est passé à ce moment-là et quelles répercussions ça a eu. Mais là, nous n'avions pas de 2019, mais de toute façon, tous les vins que nous avons goûtés étaient superbes. Et la première chose, je voulais vous dire, donc il y a le 3e point particulier, c'est que ces vins ne ressemblent pas au Châteauneuf classique tel qu'on le connaît, qui est souvent un vin plutôt dense en termes... alors, je ne parle pas de la matière, parce que les vins sont denses en matière, mais denses en couleur, plutôt extraits, plutôt des vins plus noirs que rouge clair. Et là, on est face à une robe qui pourrait rappeler d'ailleurs les robes de M. Reynaud chez Rayas, et on est sur une version Grenache quand même très claire. Et c'était le cas de tous les millésimes que nous avons goûtés, donc sur 21 années, donc de 2000 à 2021. Les 2021 et 2022 avaient des profils très différents. Le 2022 était, j'ai trouvé, plus ouvert, et 2021 beaucoup plus fermé. Et je me demandais d'ailleurs si le 2021, alors 2022 était exubérant au nez, et de garrigue, de fruits, d'épices, et le 2021 était beaucoup plus timoré. Et je me suis amené à me demander s'il n'était pas rentré dans une période d'hibernation, comme ça arrive, et je pense que ce n'était pas le bon moment de le déguster, mais toujours intéressant de toute façon de tester quand même. Ensuite, nous sommes passés à 2 années très différentes, 2015 et 2017. 2017 plutôt une année, on va dire entre deux, plutôt fraîche, et 2015 plutôt une année chaude. Et là, nous avons ressenti en fait que dans la manière, alors bien entendu, il y a beaucoup de travail. Laurent nous a beaucoup commenté le travail qu'il fait dans les vignes. Je pense que c'est quelqu'un qui passe énormément de temps dans les vignes. Et comme il dit, la première chose, la plus importante, c'est rentrer en fait du très bon raisin. Et lui n'utilise pas de table de tri parce qu'il considère que la table de tri, c'est déjà corriger ce que vous n'avez peut-être pas bien récolté ou vendangé. Donc dès la vendange, il y a un travail de fond. Et ensuite, c'est amené au chai. Il essaie de travailler avec les grappes les plus, qui soient les mieux sélectionnées à la vigne, de manière à pouvoir traiter au chai de la manière la plus simple possible. En grappes entières, il est fervent, croyant des grappes entières. Et d'ailleurs, il considère qu'effectivement, bien entendu, il faut que les grappes soient mûres, pas trop, soit pas du côté du début de la pourriture, mais il ne faut pas que ce soit trop verte, parce que sinon, ça apporte un goût végétal, le côté végétal qui est un peu raide et rêche, alors qu'un végétal plutôt mûr peut apporter d'abord de la fraîcheur à des vins qui titrent souvent à 14,5, 15 dans cette région-là, et lui arrive finalement à des vins qui titrent à 13, 13,5, ce qui est quand même très raisonnable quand on compare à certains autres Châteauneuf. Et ensuite, nous sommes arrivés aux 2000 et 2008,
Et là, je dois avouer que le 2000 fut un coup de cœur énorme. En 2008, j'ai bien aimé, hein, c'était un très beau vin, mais le 2000, peut-être que le 2008, dans quelques années, sera comme le 2000. Alors 2000, ce n'est pas une grande année en Châteauneuf. Elle est, comme on dit, un tout petit peu à l'ombre de 2001, qui l'a suivi, qui a été souvent formidablement encensé par la critique américaine. Et 2000 était absolument magnifique, parce que là, on avait la quintessence d'un vin âgé, qui a une forme de sagesse, et qui s'était développé de manière extrêmement harmonieuse, entre à la fois le côté fruité, le côté élevage extrêmement discret, qu'on ressent même pas, mais un côté aussi cigare, sous-bois, champignons, magnifique. Alors, nous avons eu droit à un festival d'accompagnement. Le premier sur les rouges était un rouget barbet. Alors, qui pense qu'il faut toujours accompagner un vin rouge d'une viande ou un poisson avec du blanc? Et bien là, un rouget barbet farci à l'olive noire allait admirablement avec les deux jeunes Châteauneuf. Évidemment, plus on vieillit, plus on a envie d'avoir recours aux viandes. Et surtout quand on est dans l'âge du milieu, là où les Châteauneuf sont puissants. Et c'était le cas du deuxième duo avec les 15-17, où là c'était une daube de cerf qui était marinée avec un côte du Rhône du domaine Charvin. Et ensuite un carré d'agneau rosé avec de la truffe et du céleri, sublime sur des notes de sous-bois et presque un peu truffé d'ailleurs, du plus vieux de ces Châteauneuf qui était le 2000. Et ensuite, nous sommes passés au Châteauneuf du Pape Blanc avec 2 millésimes, 17 et 23. Le Châteauneuf du Pape Blanc du domaine, Laurent nous a expliqué qu'en fait, au départ, il ne voulait pas faire de blanc. Et d'ailleurs, j'ai peut-être dit qu'il faisait du Côte-du-Rhône, j'en suis plus très sûr. Si, il fait un Côte-du-Rhône blanc, mais il ne voulait pas faire de Châteauneuf du Pape Blanc, ni d'ailleurs de blanc tout court. Il s'y est mis beaucoup plus tard. Et là, il a pris le parti de faire un Châteauneuf du Pape Blanc avec un cépage très majoritaire, qui est la clairette rose. Et donc, ça rentre à, je crois, 90% de la composition de l'assemblage. Et là, ça donnait sur du fromage, donc un pélardon avec un condiment poire et anis, des notes, justement, on trouvait quelques notes anisées, surtout dans le plus jeune des deux, le 2023, et en tout cas une très belle expression du terroir et une rondeur en bouche, un côté très gourmand. Alors après tous les vins rouges que nous avions goûtés, le vin blanc était absolument superbe. Et nous avons terminé donc cette soirée sur cette note fromagère et vin blanc, et nous en sommes revenus évidemment à regoûter les rouges. C'est comme ça qu'on finit. On finit pas forcément le fond des bouteilles, mais pas loin. Et c'est un moment de grande convivialité avec le vigneron et le directeur des caves et des passionnés autour de nous, des amis, des gens que je ne connaissais pas, dont j'ai fait la connaissance. Nous sommes échangés nos coordonnées et nous restons en contact. En tout cas, ce sont des moments privilégiés de partage et de plaisir, partagés évidemment entre tous ces passionnés de vin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.